Salut les smarts, salut les marques, bienvenue à Catch Up, je suis Ringside et aujourd'hui on atteint le 25e numéro de votre podcast préféré qui décortique WWE Monday Night Raw. Ce soir on va vous décortiquer le Raw du 24 octobre 2016 qui se déroulait à Minneapolis dans le Minnesota. Avec moi ce soir le patron Hank. Comment vas-tu Hank? Ouais, ça va super. Par contre, t'as pas dit 25 au lieu de 27 là? Mais Non, je m'exprime très mal. j'ai entendu, j'ai mal entendu. Mais oui, on est au 27e épisode normalement. À moins qu'on se soit trompé tous les deux, et alors là, on partage le ridicule, un peu comme Kevin Owens et Jericho. C'est ça. Donc, ouais, super content d'être là pour ce Monday Night Raw de top qualité. Un Monday Night Raw historique, j'ai envie de dire. Alors, on va attaquer de suite. Donc, comme je vous disais, ça se passe à Minneapolis dans le Minnesota. Minneapolis qui constitue une moitié des fameuses Twin Cities. L'autre moitié, c'est la ville de Saint-Paul. Au sommaire de ce soir, on a Jericho qui est victime d'un larcin, la Team Soft qui sont eux victimes de problèmes techniques, Cesaro et Sheamus s'approchent du titre tag team, les filles font des bras de fer, Mick Foley nous parle de sa vision de Hell in a Cell, la corruption se faufile dans les vestiaires, Brock Lesnar reçoit un accueil chaleureux et les champions de l'univers affrontent le challenger numéro 1 dans un match triple menace. Et je tiens juste à te dire que Camille, dans les commentaires sur YouTube, était très fan de ta prononciation de Hell in a Cell. Ouais, alors j'essaye de m'appliquer, mais je sais pas, c'est un problème de retranscription. Pense à sel et poivre. Sel et poivre, hein, c'est ça, ouais. Ta connerie. Alors, donc, Michael Cole donc, nous annonce que ce soir en opener, on aura Karl Anderson versus Enzo. Mais c'est bien Chris Jericho qui descend l'allée pour arriver au ring en début d'émission. Donc un Chris Jericho penaud qui nous annonce que quelque chose de terrible est arrivé. Et oui, tenez-vous bien, on a volé la liste de Jericho. Et donc il ne quittera pas le ring tant qu'on ne lui aura pas rapporté sa liste. Il est très furieux. Là-dessus, c'est son meilleur ami qui débarque, Kevin Owens, le champion de l'univers. Donc il arrive au ring, il explique que lui, bon, il en a rien à faire de la liste, mais il va quand même aider Jericho à la retrouver. Mais seulement une fois qu'ils en auront terminé avec le main event de ce soir. Donc le main event de ce soir, c'est le match triple menace entre Rollins et Jericho, hein. Et ensuite c'est bon Jericho il est quand même pas très content. Stephanie McMahon elle débarque à son tour. Elle demande à Jericho de se reprendre, d'écouter les conseils de son ami Kevin Owens. Mais ça suffit pas à calmer Y2J. Il fulmine, il demande à voir les enregistrements vidéo des vestiaires. Et là-dessus c'est Seth Rollins qui débarque. Et on découvre que c'est lui qui a la liste. Il va la rendre à Jericho, mais d'abord il explique qu'il y a des choses intéressantes sur sa liste, notamment qu'on y retrouve Stephanie McMahon et Kevin Owens. Kevin Owens qui est mentionné comme son ancien meilleur ami sur la liste. Y2J dément tout ça. Rollins explique qu'il va faire une nouvelle liste, qui sera la liste des parties du corps de Kevin Owens qu'il va détruire à Hell in a Cell. Et il dit à Jericho que s'il veut sa liste, il a qu'à venir la chercher. Et sur ce, il s'en va dans les coulisses. Un peu plus tard dans l'émission, Stephanie McMahon retrouve Seth Rollins dans les vestiaires. Elle veut la liste. Rollins lui explique qu'il sait très bien que si Stephanie l'a mis lui dans le triple threat ce soir, c'est pour qu'il se blesse et qu'il soit plus apte à participer au pay-per-view et au match dans la cage. Et il dit qu'il n'a plus la liste et qu'elle est quelque part dans les vestiaires. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce premier segment? C'est un super épisode de Dora l'exploratrice, je trouve. C'est ça. C'est vraiment. C'est vraiment. Oh, j'ai perdu un objet. Oh, dites-moi où le trouver, où qu'il est. Non, mais c'était très cours de récré. C'était. Mais c'est moi qui l'a, viens le chercher. Ouais. Ah bordel.
En fait, ils avaient réussi à surfer sur cette ligne du ridicule de Jericho pendant des semaines de façon très intelligente parce que c'était stupide et en même temps c'était très bien amené et voilà. Et là en fait ils ont refilé le virus de la stupidité à tout le monde. En fait, C'est genre ça. Ça se Stépha- propage Stéphane- partout. Stéphanie maintenant elle prend Jericho au sérieux, Kevin Owens c'est pareil, Seth Rollins il fait les, en fait il fait la même blague, il a fait exactement la même blague que Ashton Kutcher et Bidule machin là quand ils sont venus et qu'ils ont fait semblant de lire des trucs sur la liste et que c'était n'importe quoi. Et mais ça passait bien parce que voilà, c'était des invités dont on n'avait rien à faire et c'était un segment qui durait 2 minutes. Et là, en fait, c'est juste ils en ont fait un long segment. C'était Ouais, on est passé du truc c'était il y avait léger au truc lourdingue un petit peu, hein. mais c'est une des premières preuves de la soirée que ce Monday Night Raw ne servait à rien et que toute la WWE était en train de se dire bordel, pourquoi le pay-per-view c'est pas ce dimanche? Pourquoi Ouais, c'était pas le week-end d'avant? Parce que là, là on n'en peut plus, on n'a plus rien à dire. une Enfin belle bref. soirée de remplissage. Alors, la suite des hostilités, c'est le match qu'on avait annoncé en début, c'est-à-dire Karl Anderson contre Enzo. Donc la Team Soft arrive au ring, ils commencent leur promo, mais leur micro est coupé. Ils peuvent pas finir leur promo. Là-dessus, il y a Anderson et Gallows qui débarquent. Alors eux, ils expliquent qu'ils ont soudoyé un brother, là, un de leurs potes backstage, qui du Un coup frère blanc. un frère blanc, un frère du clan, vous voyez, Très bon esprit. qui leur a coupé qui leur a donc coupé le micro. Et là-dessus, bah, Enzo et Cass, ils arrivent quand même à faire la promo en utilisant le public comme micro, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs mains, ils miment un micro et c'est le public qui va faire le son à leur place. Donc du coup ils s'en sortent honorablement là-dessus. Et ensuite donc on a l'affrontement entre Enzo et Karl Anderson. Donc ça c'est un match honnête. Bon on a Anderson qui déroule un petit peu son catch, hein, Enzo qui joue le punching ball. Mais c'est bien Enzo qui gagne par filouterie puisque c'est Big Cass qui réussit à placer un Bigfoot à Anderson depuis l'extérieur du ring alors que l'arbitre a le dos tourné. Il offre ainsi la victoire à Enzo. Et donc on apprend qu'on aura la revanche à Hell in a Cell. T'as quelque chose à dire sur ce petit match? Ouais, et il y avait aussi juste avant en fait Anderson il a réussi le tomber mais l'arbitre était du coup distrait par Cass donc techniquement c'est Anderson qui a gagné en plus de façon clean hein, Hmm. enfin il faisait le tomber mais ouais non c'était sympathique j'ai eu peur au début j'avais mal compris j'ai eu peur qu'ils fassent directement genre le match ce qu'ils ont l'habitude de faire et qui m'énerve genre on va faire le match du pay-per-view mais une semaine à l'avance. Hmm. Enfin, mais oui, non, c'était passable. Enfin, Enzo s'est débrouillé à peu près bien. Ça fait plaisir alors je dirais pas qu'ils sont ultra passionnants, mais ça fait plaisir que Gallows et Anderson soient enfin là. Ils sont un petit peu en train de remonter la pente. Ils sont pas ridicules quand ils font leur promo. Voilà donc et puis le petit passage où ils font j'allais dire chanter le public, ils font et ils demandent au public de faire leur promo. Là ça a fonctionné parfaitement, c'était quand même assez impressionnant à regarder quoi. C'est genre le over meter en fait. C'est genre le moment où tu peux balancer enfin tu peux faire chanter ta promo habituelle à tout le public pendant je sais pas une minute Mhm. sans micro bah voilà quoi. Ouais, non, c'est assez impressionnant hein, de leur part. Voilà, on voit que quand même il y a du potentiel avec ces deux équipes-là hein, au final. Mhm. Ouais, alors oui, nous donner le match du pay-per-view la semaine qui précède, c'est quand même pas très judicieux, mais pourtant c'est bien ce qu'on va avoir dans la suite avec Cesaro contre Sheamus, Cesaro et Sheamus pardon contre New Day. Donc c'est toujours loin d'être l'osmose entre l'Irlandais et le Suisse hein, qui se chamaillent toujours dans les vestiaires.
Le New Day, eux, ils sont toujours aussi populaires quand ils débarquent au ring, là, en distribuant toujours leurs céréales. Donc c'est le refrain habituel, hein, ils nous expliquent que Cesaro il est cool mais que Sheamus il craint. Ils essayent de lancer un chant shame, shame, shame sur un jeu de mots sur Sheamus, shame on us. Le public est pas très chaud mais ils insistent, hein, donc le public finit par entonner les chants, histoire surtout qu'on en finisse avec leur promo et puis que le combat commence. Donc bah comme tu disais, hein, c'est un match de répétition pour Hell in a Cell. Donc Biggie réussit à prendre l'avantage après un STO dans le coin du ring sur Sheamus pour un compte de 2. Ensuite c'est Cesaro et Kingston qui s'affrontent. C'est serré mais Kingston réussit à placer un SOS dont le Suisse réussira à s'échapper au niveau du tombé. Biggie fait le tag, il va projeter Kingston par-dessus la troisième corde pour une tentative de topé suicida améliorée. C'est tenté sur Cesaro, mais le Ghanéen se fait cueillir par un European Uppercut. Distrait, Biggie se fait sécher par un Brock Kick de Sheamus, et donc Sheamus effectue le tombé pour le compte de 3. Victoire de Cesaro et Sheamus qui continuent à s'embrouiller après le match. La suite à Hell in a Cell. Qu'est-ce que tu as pensé donc de ce match de répétition en quelque sorte? Le match, il était bon, ouais. Et, moi, j'ai bien aimé, mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est que, j'allais dire que des. Est-ce qu'on peut parler de vétérans? Mais du moins Kingston, Sheamus, Cesaro, c'est tous des vétérans. Même Biggie hein, devient un petit peu un vétéran. Mais donc du coup, ils se connaissent vraiment très bien et j'ai trouvé que c'était très bon. Par contre, le truc qui m'emmerde, c'est que comme ils s'entendent toujours pas à la fin, Sheamus et Cesaro, ça veut dire qu'ils vont perdre. Ça veut juste dire qu'ils vont perdre. C'est obligé. J'en ai bien l'impression. J'ai pas l'impression qu'ils vont faire tomber le New Day de suite. Hein. Donc, il y a un record à battre. Je pense qu'ils vont aller le battre, hein, le New Day, hein, tout simplement. pourquoi s'ils avaient, moi, même si c'était l'espace d'une semaine, s'ils avaient fait croire qu'il y avait un moyen d'entente, genre, tu sais, ce genre de truc qui arrive souvent où il y a deux mecs qui un soir s'entendent et puis juste après le match d'après il y a un truc qui merde mais enfin il y a un truc qui merde finalement voilà il y a une traîtrise hein, les traîtrises qui viennent de nulle part ça arrive tout le temps dans le catch mais donc du coup au moins qu'ils nous fassent croire qu'ils s'entendent quoi j'aurais bien aimé Ouais. genre Parce que du coup, ça a pas beaucoup évolué depuis le début ah ouais de non ça l'histoire. rien n'a changé donc du coup on sait déjà qu'ils s'entendent pas et que là bon ils ont eu un coup de chance enfin un coup de chance si ouais un petit peu aussi coup de chance parce que ça partait un peu dans tous les sens à la fin non je sais plus mais c'est Ouais, bah, ils ont pris une prise de risque un peu hein, de Kofi oui Kingston voilà qui c'est paye pas hein, Sheamus au final. ouais je viens de me souvenir en fait c'est je sais plus c'est lequel le dernier légal dans New Day dans le match le C'est dernier qui est Biggie, catch c'est Biggie Biggie qui Biggie envoie s'était pas rendu Kingston, compte voilà, Hmm, qu'il était, puis voilà. qu'il y avait Sheamus dans le ring. Donc Ouais. voilà, Biggie s'était pas rendu compte que c'était Sheamus qui était légal et machin. Mm. Donc du coup voilà, enfin c'est pas une filouterie mais c'est une erreur. C'est pas ils ont pas gagné purement, je sais pas comment dire. Ouais, une erreur d'inattention des champions. Voilà, Et c'est une erreur puis, d'inattention. Donc du coup voilà, c'est une erreur d'inattention. C'est le genre de truc qui va pas passer, enfin qui va pas se reproduire. Je pense ouais. au pay-per-view. Donc voilà, bon match et sûrement bon match au pay-per-view, mais une nouvelle fois, est-ce que voilà, l'important pour un pay-per-view, un match de pay-per-view, c'est qu'on ait vraiment envie de le voir et qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là, on se demande pas ce qui va se passer. Enfin, moi en tout cas, je me demande pas. Mm. Voir, ce serait une grosse surprise si vraiment ils arrivent à gagner Cesaro et Sheamus. Mais effectivement, je vois plutôt le New Day continuer sa route vers le record là, de longévité. Euh, alors, pour la suite, on revient dans les vestiaires avec Chris Jericho qui rencontre tous les jobbers hein, qui sont dans les vestiaires, les Shining Stars de Puerto Rico, là, Titus O'Neil et surtout Jinder Mahal. Alors, on essaye hein, parmi les jobbers de lui vendre des vacances. On essaye de lui vendre la Titus Brand, on essaye de lui vendre des cours de yoga. Et Jinder Mahal lui explique que s'il veut retrouver sa liste, il faut d'abord qu'il trouve la paix intérieure. Il lui fait une démonstration d'exercice de respiration.
Mais Y2J le traite de stupid idiot en suivant la cadence des respirations de Jinder Mahal. Et puis il s'en va. Voilà, on a bien rigolé avec ces petites séquences. Un peu plus tard dans l'émission, on retrouve encore Jericho qui est alerté par un employé de la WWE. Ça y est, on a retrouvé sa liste. Et c'est nul autre que, à la surprise générale, Braun Strowman qui a la liste dans les mains. Alors qu'il ne sait pas lire. Alors qu'il visiblement il ne sait pas lire. On va en avoir la confirmation là de suite, puisqu'il lui dit ouais ben elle est nulle ta liste, il n'y a pas Sami Zayn dedans. Et il la rend à Jericho, hein, parce que Jericho lui demande de lui rendre. Alors d'abord Strowman lui demande de dire s'il te plaît, truc classique. Et donc il lui rend la liste en lui disant qu'il n'y a pas Sami Zayn dans la liste. Braun Strowman s'en va, et là Jericho lui aile. Sami Zayn est en page 4 en fait. Et il lui dit bah je te mets sur la liste aussi, Braun Strowman. Ça fait longtemps qu'il est parti, hein, Braun Strowman. Donc puisqu'on parle de Braun Strowman, de Sami Zayn, bah, on va enchaîner sur le Jobbers World. Alors, dans le Jobbers World cette semaine, on a un concours de bras de fer entre Dana Brooke et Bayley. Donc ça plaît pas du tout à la foule, hein, qui chante des This is stupid. We want wrestling. On s'ennuie ferme, hein. Donc Dana Brooke, elle veut absolument que Bayley utilise sa main droite qui est blessée. Donc elle finit par faire un bras de fer sur la main droite, elle gagne. Après elle lui dit quand même on va essayer avec la main gauche. Là c'est Bayley qui risque de gagner. Dana Brooke l'attaque, petite bagarre et y a un belly to belly qui est placé par Bayley et Dana Brooke elle reste au sol. Ensuite on a Bo Dallas contre Curtis Axel. Curtis Axel c'est le héros local, hein, il vient de Minneapolis. Donc il fait une petite promo avant le match où il nous rappelle son héritage, hein, qu'il est le fils de Mr. Perfect, le petit-fils de Larry the Axe. Donc ce soir c'est la vengeance sur Bo Dallas, il compte pas perdre devant son public. Et donc après il perd le match, hein, sur un roll-up. Bo Dallas arrive même à s'extraire du Perfect Plex. Voilà, pas une bonne soirée pour Curtis Axel. Golden Truth combattent les Shining Stars et battent les Shining Stars avec aux abords du ring Mark Henry et Titus O'Neil. Et ensuite on a Strowman qui affronte donc Sami Zayn. Mais le combat commence et Strowman prend le micro tout de suite pour demander une compétition plus sérieuse que Sami Zayn. Alors que Zayn est déjà dans le ring, hein. Donc Zayn, Sami Zayn l'attaque. Braun Strowman riposte. Le match tourne court parce que après une série de dropkicks de Sami Zayn, Strowman envoie le Canadien dans la barrière d'insécurité. Sami Zayn a du mal à se relever. Strowman est dégoûté par le manque de résistance de Sami Zayn et il retourne dans les vestiaires. Sami Zayn remonte sur le ring pour l'haranguer et lui demander de revenir, mais Strowman s'en va quand même. Voilà pour ce qu'on est de cette rivalité. Et pour terminer le Jobbers World, on va aussi parler des deux interviews de Rusev et Roman Reigns qui font une interview croisée, chacun devant un fond noir. Rusev explique qu'il a bien dormi cette nuit parce qu'il sait qu'il va se venger de Roman Reigns, lui reprendre la ceinture US et venger sa famille. Et Roman Reigns explique que pour lui ça devient personnel parce que le plus important c'est la ceinture US. Voilà ce qu'il en est. Il a pas bien compris la définition de personnel, mais bon. C'est ça, c'est pas un peu à côté de la plaque comme d'habitude. Et Rusev qui fait une très belle promotion de Babyface, hein, pour ce soir. T'as mis ça quand même dans le Jobbers World, quoi, c'est méchant. Ouais, mais c'est bon, c'est quand même là-dessus. C'est quand même la ceinture US. Mais ouais. C'est pour ça que je l'ai mis en fin, comme ça si tu voulais dire un truc, tu pouvais. Moi je l'ai pas trouvé. Alors on va me dire encore une fois que c'est mon attitude anti-Roman Reigns et machin, mais en tout cas Rusev je l'ai pas trouvé mauvais moi dans sa promo. Bah après il est limité parce que il est obligé de ressortir tout ce qui s'est passé. Enfin c'est ces promos là qui devraient arrêter de faire où ils sont sur un fond vert et ils doivent réexpliquer aux spectateurs qui n'a pas regardé les émissions depuis 2 semaines ou 3 semaines tout ce qui s'est passé, genre. Alors qu'on s'en occupe déjà très bien, hein.
Ouais, Ils s'embêtent. il y a déjà des packaging, des vidéos compile. Et donc voilà. Non, mais sinon, j'ai rien à dire sur ce Jobbers World. À part que Strowman, j'ai trouvé marrant. Enfin, en général, dans la soirée, que ça soit, bah on va du coup, non, t'en as parlé avec Jericho. Avec Jericho ou même devant Sami Zayn, en fait, je sais pas, je le trouve sympathique en fait maintenant. Ouais, bah ouais, ils ont fini par réussir à Ils ont construire fait le personnage. un gros grognon. Il a pas l'air, en fait, il a l'air genre, bien sûr qu'il fait peur au niveau de la musculature, mais en fait, il a pas l'air si méchant que ça en fait. Ouais, elle a une tête de gros nounours. Et voilà, Je sais pas s'ils vont pouvoir réussir à en faire un monstre c'est sanguinaire à ça. la Lesnar avec celui-là. Non, mais je sais pas, il a l'air sympathique et puis voilà, il joue un peu le Hmm, gros idiot quoi. c'est Genre, ça. dis-moi s'il te plaît. On va bien finir par le voir danser comme. Ah putain, Comment ouais, non. il. Un Ouais. futur à la grille de Cali. Voilà, ou comment il s'appelait l'autre là, le dinosaure là, Fonkosaur là, Funkadelic. je sais plus Et comment il s'appelait. merde, je me souviens plus de son Gros nom. Dusclé, Rodus Clay, voilà. voilà. D'ici quelques semaines, ça je pense. Allez, on enchaîne avec les filles. On a une super promo, chouette craignos. Ah putain. Signature du match à Hell in a Cell pour le championnat féminin. Sacha Banks et Charlotte donc viennent signer le contrat, enfin viennent signer le match, l'accord de match là, avec Mick Foley qui est avec elle. En gros, elles font chacun une promo où elles expliquent qu'elles sont bien motivées pour gagner. Mick Foley, lui, il explique qu'elle devrait avoir peur parce qu'il faut qu'elle le regarde dans les yeux. Mick Foley, c'est leur futur une fois qu'elles seront passées dans Hell in a Cell. Parce que voilà, Hell in a Cell, ça vous brise votre carrière, ça fait de lui l'homme la moitié détruit qu'il est aujourd'hui. Euh, donc voilà, faut vraiment qu'elles prennent ça au sérieux, les filles, hein. Donc bon, visiblement, elles sont motivées. Charlotte, elle termine en disant voilà, on se voit à Boston, hein, Sacha, après avoir signé le contrat. Et Sacha, elle signe le contrat, elle dit bah on se verra en enfer. C'est plutôt Oh, sympa. comme c'est original. On a des chants boring, boring tout au long du segment. Mais c'était très intense au niveau de Mick Foley, qui a droit à des chants Foley, Foley, voilà, de la part de la foule. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? C'est mon souci avec cette feud. J'en ai déjà parlé la semaine dernière du fait que ça commençait bien et il manquait. Il fallait rajouter un petit ingrédient pour remonter un petit peu plus la sauce. Parce que je veux bien qu'on dise que oui, elles ont une rivalité depuis NXT, machin. C'est bien, mais ça suffit pas. Il faut re-raconter l'histoire. Il faut rajouter des choses. Simplement dire oui, elles sont rivales. L'une pense qu'elle est meilleure que l'autre. Oui, bah alors ça tout le monde, hein, toutes les feuds, c'est ça, hein, sinon. Mais donc voilà, Sacha Banks c'était calamiteuse, hein, c'était juste. Hmm, Je crois que c'était pire que les dernières les dernières promos qu'elle a fait. Là, elle a vraiment rien dit de rien. hmm, hmm, hmm. Euh, Elle a repris son accent pourri là. Je disais l'autre coup sur le chat Skype privé des du catch-up. On parle un petit peu des émissions quand même pendant la semaine et je disais elle parle comme si elle avait une boulette de viande dans la bouche. C'est un peu ça. Espèce de canard qui s'étrangle avec une boulette de On a viande. l'impression elle bouffe quelque chose en même temps ou un chewing-gum. Hmm, Et puis surtout, non mais elle dit rien quoi. Surtout, elle raconte rien. hmm, Euh, Elle explique pas pourquoi c'est vraiment important en fait pour elle de gagner. Est-ce que il y a un enjeu particulier? Est-ce que elle veut montrer, elle veut prouver quelque chose à qui? Tu vois? Non, elle est juste là à dire je suis la championne, je veux rester championne, je suis la boss. Et puis en face, Charlotte, elle tombe un petit peu à court au fil des semaines de trucs à dire. Donc du coup, maintenant, elle en arrive au refrain je suis la reine génétiquement supérieure. Je vais te montrer
que je suis la meilleure et voilà. Et le seul vague axe d'attaque qu'elle lui envoie, c'est sur ses blessures et c'est le seul truc intéressant de toute la séquence. En fait, c'est le moment où elle lui dit mais t'as été blessé combien de fois cette année? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Je crois qu'elle a été blessée que 2 fois en plus, mais bon. Donc, mais au moins voilà, c'était un petit truc on aurait pu appuyer là-dessus. Banks aurait pu genre avouer oui, mon corps m'a fait défaut cette année, mais cette fois-ci, enfin je sais pas, faut trouver quelque chose qui s'appuie là-dessus. Mais il y avait rien, ouais, il y avait rien. Et puis alors Mick Foley, bon, moi je l'aime bien, hein, mais je commence à un petit peu saturer de ses passages Christian Clavier en mode ok, alors je parle calmement et là maintenant je suis émotionnel, attention. Attention, je suis en train de pleurer, je vous regarde dans les yeux, hein. Attention, tout le public est pris aux tripes. Alors je vais vous répéter 4 fois. Oh là là, c'est horrible, la cage, c'est horrible. Et le truc c'est qu'elles réagissent pas du tout. Elles réagissent juste pas du tout. Tu te dis bon, ok, c'est le passage où ils sont censés, les filles sont censées s'en rendre compte et je sais pas, peut-être une qui hésite à signer ou quelque chose comme ça. Rien en fait. Elle le regarde, l'autre, il arrête pas de dire regardez-moi. Elle le regarde jamais, pas une seule fois. Ah, donc final, du coup, c'est le moment Mick Foley. Les filles voilà, il est tout seul, quoi. Il est tout seul. On a l'impression qu'il fait son truc dans son coin et les deux, elles sont là. Et puis, si on leur demande de parler, elles font je suis la reine, je suis la boss, je suis la reine. Ouais, parce que je l'ai fait court, hein, mais ça dure une éternité, hein, le segment. Ouais, non, bah c'était pas fameux. Ils s'endorment hein, sur le côté historique du truc, hein, vu que ce sera quand même le premier Hell in a Cell. Et si vous voulez notre conversation, juste désolé de te couper, mais si vous voulez notre conversation sur est-ce que ce match, cette rivalité vaut un match en cage à Hell in a Cell, écoutez le dernier Talking Catch, la nouvelle émission sur notre YouTube, on a une conversation là-dessus. Donc voilà. D'ailleurs, si vous êtes abonné, vous êtes déjà au courant. Si vous n'êtes pas abonné, il est temps de vous abonner. Et oui. Bon, voilà ce qu'il en est pour les filles. Tout ça se conclura au pay-per-view ce week-end et ça sera sûrement un super match hein, au final quand même si on se plaint un peu aujourd'hui. Ensuite, on a un très bon match entre Rich Swann et Brian Kendrick chez les Cruiserweight, alors que TJ Perkins était aux commentaires. Victoire surprise de Rich Swann sur un contre, il réussit à placer un petit roll-up crucifix là. Et plus tard dans les vestiaires, on a un Brian Kendrick désespéré qui demande à TJ Perkins de le laisser gagner à Hell in a Cell. Affaire à suivre. C'était super. Enfin, c'était super. Il y a un truc qui m'emmerde, il y a un truc qui est super dans ce passage, c'est genre pourquoi vous vous obstinez à faire perdre des mecs des mecs ou des filles d'ailleurs, parce que je pense à à SmackDown, Bliss, Alexa Bliss. Mais pourquoi vous vous obstinez à faire perdre des gens qui sont first contender quoi, qui sont les challengers juste avant alors bon, Alexa Bliss c'est pas juste avant le prochain pay-per-view, mais c'était carrément au pay-per-view. Mais là j'ai pas compris pourquoi ils ont fait perdre Brian Kendrick, à part le fait justement le segment d'après qui par contre était c'est vrai vachement intéressant, parce que c'est bien la première fois que je vois ça du peu d'années de catch que j'ai suivi, de un mec qui demande à l'autre de le laisser gagner juste pour sauver sa carrière. Donc c'était intéressant. Ouais, je suis perplexe moi là-dessus. C'est effectivement, hein, c'est pas de mon souvenir, en fait, j'avais jamais vu ça aussi. Hein. Je comprends pourquoi t'es perplexe, mais disons que je serais perplexe quand je verrai le résultat du match. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, je me dis, est-ce que ils vont vraiment s'ils peuvent pousser un truc comme ça, genre une sorte de scénario comme ça me paraît intéressant. Mais bon.
À voir. Ouais, alors apparemment, Brian Kendrick, il a signé un mauvais contrat, hein, parce que si à chaque fois qu'il perd, il est menacé d'être viré, c'est quand même pas. Ouais, non, mais ça Déjà c'est. au Cruiserweight Classic, c'était sa dernière chance. Là, s'il perd, c'est sa dernière chance aussi. Mauvais négociateur au niveau du contrat. Mais bon. Ouais, donc ça, là-dessus, on va leur donner le bénéfice du doute. Puis on verra bien ce qui se passera. C'est Aileen O'Sell aussi, hein, qui s'affrontent pour le titre Cruiserweight. Alors, ensuite, on a la traditionnelle interview de Kevin Owens par Tom Phillips. Alors là, on a Kevin Owens qui rigole pas. Il nous explique qu'il se souvient d'avoir vu le premier Hell in a Cell il y a une vingtaine d'années, que c'était le truc le plus fou qu'il avait jamais vu, qu'il a toujours voulu faire un Hell in a Cell, qu'il a toujours voulu participer à un tel match. Qu'il va marquer le pay-per-view de son empreinte, hein, en détruisant Rollins ce week-end. Tous les deux, ils, ils vont aller donc dans Hell in a Cell, mais ils vont aller en enfer. C'est seulement Kevin Owens qui en reviendra. Il sera le seul à en revenir. Voilà, donc pas de rigolade sur cette interview-là, et même une promo qui va complètement à l'inverse de tout ce qu'il nous raconte depuis des semaines, hein, parce qu'il nous disait qu'il voulait pas y aller, qu'il avait peur de se blesser, enfin qu'il avait peur, que c'était pas utile d'aller dans une cage à son niveau. Bon, maintenant on apprend que c'est ce dont il a toujours rêvé. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, toi? J'avoue que j'avais pas mémorisé que, enfin, je sais que dans le personnage, il voulait pas du match, mais plus, je pense, pour le fait qu'il considère que Rollins a pas, mérite pas un match, quoi. En fait, Mhm. juste il dit qu'il est pas à son niveau, mais sinon, non, elle m'a pas vraiment posé problème. Je trouve, c'est marrant comme Owens arrive à raconter le même genre d'histoire que Sasha Banks, mais Mhm. alors, mais lui, il arrive à le raconter sans que on ait l'impression que ce soit un petit fan habillé en, j'allais dire habillé en John Cena, mais un petit fan habillé, voilà, avec le costume de fan de catch, le truc un peu qui infantilise finalement le catcheur, quoi, quand les mecs enfin quand t'as un catcheur qui te raconte que ouais, quand j'avais 5 ans je regardais le catch Mhm. et j'avais les étoiles dans les yeux et maintenant je suis ici, tu vois. Il a pas fini comme ça, quoi. Mhm. Il a pas fini en maintenant je suis une star, je suis super content d'être une star. Non, il l'a formulé de façon genre déjà à l'époque j'avais envie de détruire des gens dans une cage. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc ça, tu vois, j'ai plutôt bien aimé. Sinon, bon, il y avait rien d'extraordinaire, mais c'était correct, du coup. Ok. Alors, la suite, c'est le meilleur segment de la soirée. Brock Lesnar et Paul Heyman, donc The Beast Incarnate, qui viennent répondre au challenge accepté par Goldberg. Donc, Paul Heyman explique que tous les chants à la gloire de Goldberg ne sauveront pas l'ancien champion de la WCW, et qu'au contraire, tous ces chants ont tendance à énerver Brock Lesnar. Alors, on entend quelques petits chants pour Goldberg qui se font entendre, mais finalement, la foule entonne plutôt un chant à la gloire de Suplex City. Alors du coup, la promo, elle fonctionne pas du tout, parce que Paul Heyman, il essaye de s'en sortir en disant que effectivement, donc là, le public prend le parti de Brock Lesnar, donc il y a des gens dans le public qui essayent de se raccrocher au wagon Lesnar, comme certains la semaine dernière ont essayé de se raccrocher au wagon Goldberg. Ce sont un peu des gens sans conviction, donc il dit ça pour attiser un peu la haine de la foule, mais ça suffit pas du tout à monter le public contre Lesnar, qui continue à chanter Suplex City, hein. On entend toujours quelques petits chants de soutien à Goldberg, mais c'est vraiment minime.
Heyman donc il continue hein, comme s'il y avait des chants de folie pour Goldberg. Il explique que Brock va prendre les choses en main s'il entend encore des chants à la gloire de Goldberg. Et que Lesnar il n'est pas de revenu dans sa ville natale parce que Minneapolis c'est sa ville natale en quelque sorte. Il n'est pas de retour chez lui à Minneapolis pour entendre la moitié de la foule encourager Goldberg. Alors il n'y a pas du tout la moitié de la foule qui encourage Goldberg, hein. Il y a vraiment si c'est 5% on est bon. Et puis même on commence clairement à entendre des chants Goldberg sucks. Le réalisateur a bien du mal à trouver des gens qui crient pour Goldberg, parce que même les petites filles, elles s'égosillent à soutenir Suplex City. Donc là, Paul Heyman, il sait plus trop quoi faire, hein, parce que tout son speech il tourne autour des chants pour Goldberg, mais au final, il y a pas de chant pour Goldberg. Donc là, bah, il y a quelqu'un dans les coulisses qui a la présence d'esprit de lancer la musique de Brock Lesnar, qui lui est parti dans un fou rire nerveux, parce que tout ça face à l'échec complet du segment, quoi, en fait. Et donc on arrête les frais. Brock Lesnar, il retourne dans les vestiaires. Voilà un échec complet de cette promo. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Moi j'étais mort de rire derrière mon écran, hein, Ouais. devant mon écran de tout le segment. Moi, je pense que c'est quand même très con de demander à un public d'être contre un gars qui a un t-shirt avec marqué la ville où se passe le show. C'est ça. Et en plus c'est marqué Suplex City juste à côté. Enfin, donc du coup la Suplex City c'est Minneapolis. Donc comment vous voulez faire chanter Goldberg à des chants, enfin des chants, à des gens qui sont voilà, qui sont des, enfin j'allais dire des proches, qui se sentent très proches de Lesnar vu qu'il est de là-bas et voilà, c'est quand même, je pense, une des plus grosses fiertés. Je sais pas si Minneapolis a beaucoup de stars dans son histoire, mais quand même Lesnar, au moins du côté sportif, ça doit être une des plus grosses stars de la ville. Donc voilà, c'était très con. C'était très très con. C'est juste, tu te demandes quel demeurait à penser à ça, ou alors il a pas regardé la ville quand il a écrit le truc. Mais donc ça marchait pas. Mais alors au début j'ai trouvé ça marrant. Mais alors, par contre, le passage où ils ont commencé à sortir des Goldberg sucks, là, ça m'a saoulé, là. Là, j'ai fait, vous êtes vraiment, genre, là, c'est le public, justement, c'est le public smart qui me casse les couilles de Raw, quoi. C'est, genre, on est vraiment la star et c'est nous, enfin, on décide de tout, donc voilà. Ouais, bon, ils ont achevé le truc hein, avec leur chant Goldberg Sucks, mais non, en fait, c'était une mauvaise idée dès le départ hein, de faire cette promo sous cet angle-là. Par contre, la première fois que je vois, enfin, une des rares fois où je vois Heyman complètement, genre, il savait plus quoi dire. Et même vers la fin, j'ai trouvé qu'il hésitait un peu dans les mots qu'il utilisait. À un moment, il a failli redire Brock Lesnar, je sais plus dans quelle phrase. Il commence par et après il fait attends, je vais ressortir un autre truc et il a essayé de se raccrocher justement au wagon, peut-être une ou deux fois avant de capituler parce que Non, c'était lamentable. Alors apparemment, c'est Vince McMahon qui a coupé court au segment hein, de Rage. C'est la rumeur qui traîne sur l'internet. Ouais, voilà, donc échec complet. Alors on s'en va peut-être vers un désastre hein, parce que le match entre Goldberg et Brock Lesnar qui sera à Survivor Series, ça se passe à Toronto si je dis pas de bêtises, au Canada. Et Goldberg est détesté au Canada parce qu'il a mis fin à la carrière de Bret Hart avec un super kick dévastateur. Là, il a entraîné une commotion cérébrale. Donc voilà, le public canadien déteste Goldberg. Donc ça risque sûrement de pas du tout se passer comme ils l'ont prévu. Ils ont intérêt à prendre ça en considération parce que sinon ça risque de donner encore un mélange étrange hein, entre ce public qui en fait qu'à sa tête et puis les gens de la WWE qui des fois restent bloqués un peu sur leur truc de base. On verra bien ce qui se passera sur Survivor Series. En tout cas, un échec complet hein, pour cette promo-là. Allez, on avance dans l'émission. On retrouve Y2J et Kevin Owens qui sont dans les vestiaires. Donc Kevin Owens, en gros, il rassure Jericho sur leur amitié.
La ceinture de champion de l'univers c'est important, mais leur amitié aussi, tout va bien. Et donc après, on s'en va vers le main event, hein, le match triple menace entre Chris Jericho, Seth Rollins et le champion de l'univers Kevin Owens. Donc au final, on se retrouve en gros avec un match handicap, hein, parce que c'est les deux Jericho contre Rollins. Ça glisse vite à l'extérieur du ring. Rollins envoie Owens dans la barricade d'insécurité, mais il est attaqué par Jericho qui l'envoie à son tour dans le public. Rollins revient, il se jette sur ses deux adversaires et il envoie à nouveau Jericho, enfin il envoie Jericho à son tour dans le public plutôt. On se retrouve pour quelques minutes avec Owens contre Rollins dans le centre du ring. Jericho finit par revenir, mais Rollins réussit à le placer dans le pedigree. Owens casse la prise en criant qu'il ne peut pas mettre Jericho dans le pedigree. Les deux passent à tabac Rollins, on tente la combinaison pop-up powerbomb codebreaker, mais c'est esquivé. Saut suicide de Rollins sur Owens, mais ensuite Rollins il loupe un crossbody sur Jericho qui lui place un codebreaker. Compte de 2. Ensuite donc Rollins il se mange un cannonball. Là on le met sur le coin du ring, on le place pour un superplex. C'est les deux hein, qui s'en occupent, hein, Jericho et Owens. Là-dessus Rollins il réussit à s'échapper, il place les deux dans une sorte de double powerbomb. Et il enchaîne sur un double roll-up pour un double compte de 3 et le gain du match à la surprise générale. Rollins a réussi à battre le champion de l'univers et Y2J, hein, les deux donc champions de l'univers. Furieux, la team Jericho, ils vont ensuite le passer à tabac et ça va se terminer par Kevin Owens qui va placer sur Rollins sa powerbomb sur le bord du ring comme il avait placé en son temps à Sami Zayn lors de sa première apparition à NXT. Et le show se termine là-dessus, hein, c'est-à-dire Rollins qui est rétamé au sol. Et la grande question, c'est de savoir s'il sera en état de participer à Hell in a Cell. Donc un main event d'une extrême violence. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon bon Hank? Le match était très bon, le finish, je trouve que il commence à, ouais, peut-être un peu rapide, mais surtout, il commence à se triturer trop le cerveau au niveau des finishes là ces derniers temps, à essayer de trouver des trucs un petit peu en dehors des règles, tu vois, genre je sais plus qu'est-ce qu'on a eu comme finish bizarre aussi il y a pas longtemps, mais on a des toute cette rivalité là, elle est un peu tirée par les cheveux de toute façon, un peu dans tout dans tout le déroulement qu'il y a eu. Et puis est-ce qu'on a envie de voir Seth Rollins diminuer à Hell in a Cell? Je préférais voir les deux en grande forme moi pour le match. Ouais, puis je sais pas, c'est du coup je pense que c'est un truc, en fait c'est genre un push babyface pour faire genre il est blessé mais il va gagner quand même. Ouais. C'est peut-être ça quoi, c'est peut-être genre pour faire compatir un peu plus le public, mais il en a pas besoin Rollins, je veux dire tout le monde l'adore quoi, donc oui c'est ça, pas... ils vont mettre combien de temps avant de définir qu'il est vraiment un babyface? Je pense qu'il l'est il l'est déjà clairement. Là maintenant enfin, je pense, dire. voilà. C'est il fait déjà des blagues potaches à la John Cena d'il y a 2-3 ans. Donc il fait déjà il a déjà la panoplie. Mais donc ouais le match était vraiment sympa. Rien enfin j'allais dire rien d'extraordinaire. J'ai trouvé qu'ils se sont foutus. Genre il y a eu des spots super violents tellement rapidement dans ce match. Genre le Rollins balancé derrière les barricades là au bout de 2 minutes. Après il remonte sur la barricade et il fait un saut sur les deux, le genre de spot que tu fais un peu de façon désespérée à la fin d'un match quoi. Donc ouais, j'ai trouvé qu'il c'était un peu monté super rapidement. Et puis je suis pas non plus fan des le match il est fini, allez c'est parti, 5 minutes de beatdown qui n'en finissent pas. Bon, je veux bien 1 minute ou 2 minutes où voilà il y en a, je sais pas, il y en a un qui est pas content d'avoir perdu donc du coup il faut sur la gueule de l'autre ou un truc comme ça.
Bon, ça c'est ok, mais là c'était un peu ouais, c'était un peu long. Puis bon, on a compris, oui, ils ont blessé Rollins. Enfin, ils ont blessé Rollins. On sait pas s'il est blessé, mais niveau kayfabe, il va être forcément diminué. Donc voilà, ça sera forcément enfin forcément. Si, je suis sur un excellent match, mais j'espère aussi. Enfin, de toute façon, il va forcément y avoir une intervention de Jericho d'une façon ou d'une autre. Euh, Ça, c'est le truc qui est un peu dommage aussi parce que j'aimerais bien les voir vraiment un contre un. Ah, parce Mais qu'il a pas bon, de match, hein, Kevin Owens pour Hell in a Cell. tu veux dire Jericho? Jericho, ouais. Jericho, non, je crois pas il a pas de match. Donc voilà, voilà. Non, mais bon, le match était sympa, mais une nouvelle fois, en fait, tout ça servait pas à grand chose à part dire que Rollins sera blessé, ce qu'on savait déjà, enfin, ce qu'on pouvait déjà deviner au début de la soirée quand il expliquait que Stéphanie essayait de le blesser pour Hell in a Cell, bah voilà, c'est ce qui est arrivé en fait. Il a pas Voilà, pas trop de rien suspense à là-dessus, hein. voilà, rien à changer. Rien n'a changé. C'est Tu n'es pas tout a changé. continué. Voilà. Non, mais c'est le résumé de la semaine. Rien n'a changé. Tout a ouais, est resté au même endroit plutôt. Ça stagne. Allez, on va pas stagner, nous, on va passer au mot de la fin. Un coup de cœur, un coup de gueule et puis une note. Allez, vas-y, c'est parti. Je t'écoute. Le coup de cœur, j'essaie de me souvenir genre par rapport au match si j'avais un coup de cœur. Non, pas ouais, pas vraiment. Je vais dire le coup de cœur, c'est Braun Strowman qui m'a fait rire. Et c'est juste ça. Braun Je- Strowman en coup de cœur. Quel voilà. provocateur. Braun Strowman en coup de cœur. Voilà, et coup de gueule, c'est pas les catcheuses, c'est juste les mecs qui ont écrit, du moins qui sont responsables de la storyline de Sacha et Charlotte depuis au moins 3 semaines. Vous foutez rien. Genre, je sais pas si vous êtes en Hmm. vacances, mais vous foutez rien, et du coup, ça fait que le soufflet est retombé, 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 et là, on arrive au match et on sait qu'on va avoir un excellent match, mais putain, on a rien d'autre, quoi. On n'a pas, genre, il y a pas de tension, il y a pas Hmm, hmm, hmm. de, c'est juste, voilà, le moment historique purement et simplement sans, je sais pas sans enjeu quoi. Enfin sans enjeu. Si l'enjeu c'est la ceinture, mais on sait Ah, quasiment tous que ils ça sont sera endormis Sacha, sur leur truc, quoi. Hmm. bon, voilà voilà. C'est tout. Et Une là oui note. la note du coup il y avait des matchs potables quand même. Je mettrais 2. 2. Ouais 2. 2. Allez. Vendu. En coup de cœur, moi je vais mettre Enzo et Cass, leur petite promo sans micro, c'était quand même plutôt bien Mhm. sympathique. Dans le coup de gueule, je mets les interviews croisées de Rousseff et Roman Reigns, qui c'était, ils auraient pu nous sortir quand même un truc un peu plus intéressant pour le Go Home Show. Et puis la note, ouais, je vais te suivre, je vais mettre un 2. Et encore, c'est parce que j'ai bien rigolé sur le segment de Brock Lesnar. Voilà, donc c'était vraiment pas le meilleur Go Home Show de l'année, hein, sûrement un des Monday Night Raw les plus faibles, hein, je pense, depuis le Brand Split, hein. Ils arrivent pas à faire des bons go home show, hein. Enfin, je me souviens pas d'un go home show cette année qui m'a vraiment marqué. J'essaie, Ouais, c'est toujours un peu mou. Bon, on en a vu quelques-uns qui il, étaient quand même il- assez ouais, bon. il s'essouffle Mm, assez mm. rapidement. Bah, ils s'endorment un peu sur les trucs qu'ils ont. C'est dommage parce qu'il y a du. Bon, pourrait faire monter la sauce un peu plus, quoi, hein, mais bon. Hmm. Voilà ce qu'il en est pour ce Monday Night Raw. Monday Night Raw du 24 octobre. Donc bah, je vous rappelle, hein, que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, sur la chaîne des Cahiers du Catch. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs à venir, hein, sur le site des Cahiers du Catch, à vous inscrire, à venir sur le forum. Bah, Hank, je te remercie de ta participation.
Eh ben de rien, hein, et merci d'avoir pris en charge ce Raw pénible pour cette semaine. Je ne te remercierai jamais assez. Voilà, alors bah, n'oubliez pas hein, qu'il y a le supplément SmackDown hein, qui arrive dans la semaine. Normalement, notre nouvelle émission aussi, Talking Catch, qui devrait arriver en fin de semaine, début de semaine prochaine, on verra. Mais on dit fin de semaine, parce que... Ouais, voilà. Voilà. Et ben voilà, donc tout ça c'est bien passé. Il y a beaucoup de voilà. Voilà, beaucoup de voilà dans une même phrase. Ah. Allez, bah, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Et gros poutou. Des Salut. poutous, des poutous. C'est quoi, c'est 27ème catch-up, c'est ça? Je dis pas de Ouais. conneries, hein. C'est ça, j'ai noté là, comme ça je m'en souviens.